Je suis en compagnie de M. Daniel Tarte, qui est biologiste pour la firme T2 Environnement. M. Tarte qui fait une chronique mensuelle maintenant dans notre émission. Et aujourd'hui, on va parler du concept des biens et services écologiques. Qu'est-ce que c'est que cela? Bien, en fait, les biens et services écologiques, c'est les biens que l'on retire de la nature, de l'environnement. Parce que, bon, on sait que c'est important tout ça, l'environnement, mais il y a des gens qui ont estimé la valeur. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un milieu humide près de chez soi? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir une canopée urbaine, c'est-à-dire des arbres? Donc, il y a des gens qui ont chiffré, à titre d'exemple, les arbres en termes de filtration de l'air, en termes de réduction des îlots de chaleur, combien est-ce que ça vaut? Alors, moi, au cours de cette chronique-là, finalement, où est-ce que je vais expliquer qu'est-ce que c'est, finalement, les biens et services écologiques, les 4 grands types, et au cours des 4 prochaines, c'est ce que j'ai envie de vous parler pour qu'on comprenne un peu mieux ce que c'est, puis un peu plus, finalement, si on décide de couper un arbre, bien, quel est l'effet que ça peut avoir? C'est ça, exactement. Positif ou négatif, là, c'est sûr qu'il faut c'est ça, compter exactement. tout ça. C'est ça. Donc, sur les 4 prochaines émissions mensuelles, vous allez nous parler de chacun des grands titres de ces biens et services écologiques. Exactement. Il y a la régulation. Oui, exactement. La régulation, c'est à savoir, par exemple, les arbres, OK? De par leurs racines, les arbres, les arbustes, les herbacées, eux autres retiennent le sol. Donc, lorsqu'on est en montagne, dans une pente de montagne, en colline ou même sur un talus de bord de rivière, eh bien, lorsqu'il y a des pluies très fortes, ces racines-là vont retenir le sol. Pour pas qu'ils tombent. Pour pas que ça tombe exactement. Ils ne sont pas là pour pas que ça tombe, mais c'est la conséquence positive que ça donne, finalement. Surtout sur le bord d'une rivière, souvent on peut constater que notre terrain, il diminue. Donc, on s'en parlait dans une autre chronique, justement. Donc, l'arbre fait qu'en sorte que le terrain, la terre reste là. Donc, on perd moins de terrain. Finalement. On perd moins de terrain, exactement. Donc, il y a des bénéfices, des biens et services écologiques associés à ça. Un autre, très rapidement, c'est, en termes de régulation, c'est les milieux humides. Les milieux humides qui, j'en parlerai plus longuement, mais agissent comme une éponge. Donc, quand il y a une pluie très forte, puis qu'il y a une pente, finalement, le milieu humide va avoir tendance, va absorber l'eau et va la relâcher tranquillement. À l'inverse, s'il n'y a pas ce type de milieu-là, l'eau il va y avoir un gros flush dans la rivière et ça peut être favorable aux inondations. Qu'est-ce que vous voulez dire par milieu humide? Bien, ça, c'est un milieu humide, à savoir un étang, un marécage, un marais, là, qui a une capacité de retenir l'eau, finalement. Et de la laisser couler plus lentement. Exactement. Après. Ensuite, il y a l'approvisionnement. L'approvisionnement, celui-là, c'est le plus concret à comprendre, facile à comprendre. C'est tout ce qu'on retire directement, la nourriture. Les fruits, les légumes, les protéines animales, que ce soit l'élevage ou les amateurs de chasse. Ensuite de ça, il y a les fibres, que l'on se sert, le coton, le lin pour les vêtements, le bois d'œuvre, il ne faut pas oublier ça. Oui, non, tout à fait. Donc, il y a énormément d'éléments, tout ce qui est produit médicinal également. Donc, ça, c'est tout ce qui est approvisionnement, ce qu'on tire directement là, dans notre assiette ou dans notre pharmacie. Là. Du sol. De l'environnement, du sol ou de la nature comme telle, là, parce que si on parle des animaux, ben là, c'est... Et donc, il y a un impact qui pourrait être négatif à trop couper d'arbres pour faire du bois d'œuvre ou à trop utiliser certains matériaux. Il doit avoir une conséquence sur l'environnement aussi. À défaut que s'il y a trop d'animaux, souvent, des fois, il n'y a plus de prédateurs, il n'y a plus de chasseurs. Donc, il ouvre la place à la chasse aussi un petit peu plus. Oui, bon, par exemple, le cerf de Virginie, là, compte tenu du réchauffement climatique et que les conditions sont propices en termes d'habitat, il y en a de plus en plus. Donc, dans des régions comme la Montérégie, l'Estrie, il y a une pression, on peut chasser plus d'animaux, mais la tendance, c'est qu'ils ont déforestent trop. Ça, c'est clair. Donc, c'est de chercher le point d'équilibre, en fait. C'est tout le temps ça qu'on veut. Exactement. Mais qui n'est pas facile à atteindre. Et il y a aussi l'aspect orthogénique. Il y a les services ontogéniques, ça, c'est un bien... Oui, les services. OK, les services. En fait, ça concerne le développement de l'individu. Donc, il y en a même qui disent de l'embryon jusqu'à l'âge adulte. Qu'est-ce qui est favorable pour un développement sain? Et là, je ne parle pas de nourriture, je parle de contact avec la nature. Parce qu'il y a des hypothèses à l'effet que, et même c'est même démontré à l'effet que les enfants qui sont en plus en contact avec la nature ont un système immunitaire plus équilibré, un meilleur système immunitaire finalement. Et même que ça ferait des enfants qui sont plus équilibrés. Donc, c'est celui le plus abstrait, mais c'est un bien des services écologiques que je trouve très intéressant. À l'époque, où est-ce que nos jeunes sont de plus en plus sur des machines et tout ça, sortons-les dehors exactement pour qu'ils prennent contact avec le vent, la nature et tout ça pour
qui s'ouvre finalement à tout ça. Et ça, c'est pas d'habiter en campagne. C'est juste, comme vous le dites, ça doit aider d'habiter en campagne versus la ville. Mais aussi, comme vous venez de le dire, c'est de sortir dehors, qui est le but qu'on oublie souvent avec nos enfants. Bien, les emmener dans la nature, effectivement. Si on a le loisir, la chance d'avoir un chalet en pleine nature, parfait. Mais sinon, il y a des parcs tout autour. Il y a la rivière qui n'est pas si loin. Tu peux avoir un micro-potager. Tu peux avoir... Bon, il y a plein d'éléments. De les laisser manger de la terre, comme on voit chez les jeunes. Et il y en reste un dernier aspect, c'est l'aspect socio-économique. L'aspect socio-économique, ça, c'est le plaisir, le simple plaisir qu'on retire de la nature, que ce soit avec des activités culturelles, sociales, par exemple. Donc, le Mont-Saint-Hilaire en a un bel exemple. Il y a des gens qui vont là pour faire des marches en solitaire, en couple, en famille. Il y a toutes sortes d'activités sportives qui se font là. L'été, il y a des groupes d'enfants qui vont faire des camps de jour. Donc, ce sont tous ces bénéfices-là qu'on retire également de la nature. Fait qu'il y a différentes façons d'organiser, de classer les biens et services écologiques. Celle de laquelle on parle, c'est celle qui est reconnue par le ministère en charge de l'Environnement au Québec. OK. Donc, au cours des prochaines semaines, on va parler 4 chroniques. À chaque fois, on va parler un de ces grands groupes de biens et services écologiques-là avec des exemples concrets. Et donc, ça va permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre notre impact, autant positif que négatif, sur notre environnement qui nous entoure. Monsieur Daniel Tarte, on se retrouve dans un mois pour justement parler d'un de ces thèmes. Merci beaucoup. Merci.